Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan à mi-parcours. Je pense qu'on est à mi-parcours du Cocorico Challenge. Pourquoi je fais ce bilan? Parce que j'aimerais vous proposer des recommandations et vous donner potentiellement envie de découvrir des livres de SFFF francophones. Donc c'est parti, on y va! Je vais vous faire un très rapide rappel de ma palle de base par catégorie et vous dire ce que j'ai lu qui n'était pas dans ma palle mais que j'ai inclus ici de manière à pouvoir vous les présenter. Donc on va pas trop traîner parce que mine de rien il y en a quelques-uns et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. L'objectif c'est juste vraiment d'aller assez rapidement et de vous donner des petites idées de lecture à faire pour le mois et demi restant du Cocorico Challenge. La première catégorie, c'était donc Mélusine, où il fallait lire des livres autour des fées, de la forêt, du Moyen-Âge, des châteaux et des mythes et légendes. Donc, moi, j'avais prévu de lire le tome 2 des récits du Demi-loup de Chloé Chevalier, que je n'ai pas lu. J'avais prévu Manèche de Stéphane Plateau, que je n'ai pas lu. Et j'avais prévu le nouveau cabinet des fées de Louis le Bâtissier, que je n'ai pas lu. Le respect des pales, comme toujours. En revanche, j'ai lu 2 livres qui peuvent rentrer dans cette catégorie et qui étaient plutôt de bonne lecture. J'ai lu Rouge de Pascaline Nolot assez récemment. Je vous remettrai tous les vlogs en barre d'infos si vous voulez des détails de mes avis. Rouge, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge qui est assez dark, assez sombre, assez violent, avec pas mal de trigger warning que je vous remettrai également en barre d'infos. J'essaie de ne pas oublier, mais sinon vous pouvez me demander en commentaire si jamais j'oublie. Et dans Rouge, on suit le personnage de Rouge qui est une préadolescente qui se retrouve maudite à la naissance parce que sa mère a accouché d'elle dans des circonstances très particulières et que, manque de chance, en plus de ça, elle a un angiome sur le visage rouge qui est considéré dans les époques médiévales comme une trace du diable, du démon. Et donc elle est rejetée par absolument tout le village, personne ne veut la toucher, elle est très seule, elle a juste un ami mais qui assument relativement moyennement leur amitié, même s'ils l'aiment vraiment sincèrement. Et très rapidement dans l'histoire, on apprend que depuis que Rouge est née, il y a une sorcière qui s'est installée dans la forêt à côté et qui réclame que toutes les jeunes filles qui ont leurs premières règles lui soient envoyées. Et évidemment, c'est le cas de Rouge dans l'ouvrage. Elle va avoir ses règles et elle va être jetée en pâture à la forêt, à la sorcière, et plein de choses vont se passer. Je vous laisserai découvrir. C'est un livre qui était une chouette lecture, mais je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de trigger warning, c'est très dense, il se passe beaucoup de choses en peu de pages, donc je vous remets mon avis complet encore une fois en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. On en a parlé aussi en live Explora Livre, puisque c'était l'Explora Livre de septembre, si je ne dis pas de bêtises, mais ça reste une lecture intéressante pour ces thématiques notamment, qui abordent pas mal de thématiques qui concernent notamment le féminisme, mais pas que, donc pourquoi pas, si jamais vous avez envie de vous faire un truc un peu ambiance halloweenesque, ça peut très bien fonctionner. Autre lecture qui rentre un peu enfin complètement même dans Contes et légendes, c'est Malou d'Ivray de Gwen Guilin, qui ici va parler de la jeune Ivray, qui est une petite fille qui depuis sa naissance a priori est attachée à la sorcière Malou et la servante de la sorcière Malou d'Ivray. On va être dans une histoire qui est à la fois un conte sous forme de conte, mais qui personnifie des idées de contes. Je pense par exemple à On, donc les on-dit. Et bien ici, le personnage Don est un personnage réel, enfin c'est une vraie personne qui s'appelle On, et d'autres personnages comme ça qui sont en fait des représentants humanisés d'idées qu'on retrouve beaucoup dans les contes. On est sur un conte qui observe les contes et qui en montre un peu les ficelles, qui a ce côté un petit peu observateur et à la fois critique aussi des contes. C'est vraiment très bien fait. C'est une lecture qui est assez exigeante. On ne peut pas la lire comme ça quand on est fatigué ou qu'on a 5 minutes à perdre. Ça demande de la concentration parce que la langue est très travaillée et que, comme je vous disais, c'est extrêmement mêlé en termes d'histoire à proprement parler et de métaphores, de comparaisons, d'images. Donc il faut être un minimum concentré, mais je pense que ça peut être une lecture vraiment hyper intéressante à réaliser si ce genre de thématique peut vous intéresser. J'ai beaucoup aimé, comme je le disais, je ne sais plus quand j'en ai parlé, il n'y a pas longtemps, puisque je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Je pense que je suis passée malheureusement à côté de certaines choses parce que je ne l'ai pas forcément lu quand j'étais suffisamment concentrée, donc je le garde précieusement et je le relirai avec grand plaisir à l'occasion parce que vraiment c'était une très chouette lecture, très intéressante. La deuxième catégorie s'appelle Dame Blanche et les mots-clés ici étaient classique, fantastique, horreur, gothique et macabre. J'avais prévu de lire Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic,
que j'ai lu, et Narcogénèse d'Anne Fakouri que je n'ai pas lu non plus, mais il serait temps que je le lise depuis le temps que je le recasse dans des pales tout le temps et qu'il n'en sort jamais. En revanche, j'ai lu Ici et seulement ici de Christelle Dabos, qui va être plutôt un contemporain, mais fantastique, où on va suivre différents jeunes préadolescents qui font leur rentrée au collège, de différents âges, et on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer dans ce collège, avec un côté à la fois très métaphorique des situations, et aussi un côté très... Enfin, qui peut être interprété comme une grande métaphore ou comme du fantastique. C'est assez sombre, c'est assez glauque, il y a beaucoup de trigger warning, je préfère vous prévenir. Si vous avez subi du harcèlement au collège typiquement, peut-être que c'est pas une bonne idée de le lire parce que ça parle beaucoup de ça et ça le montre et ça ne cache pas et ça n'embellit pas et ça n'arrondit pas les angles, très sincèrement. Mais c'était une très chouette lecture, hyper intéressante. Je pense que l'objectif de l'autrice était parfaitement atteint. C'est difficile de dire qu'on a franchement aimé. Enfin si, on peut dire... Enfin, c'est compliqué. J'ai aimé ce livre parce que j'ai trouvé qu'il atteignait son but, qu'il était bien fait, qu'il avait un effet catharsis par rapport à ce qu'on a tous et toutes, je pense, vécu au collège. C'est vraiment hyper bien mené, l'écriture est très bonne, les images sont excellentes, enfin c'est vraiment pour moi une œuvre excellente, mais ça reste une œuvre qui vous met pas bien, je pense, malgré tout. Autre lecture qui passe ici et que j'ai lu il y a très peu de temps, qui passe pour le côté plutôt gothique, c'est Méduse de Martine Desjardins. J'en ai parlé énormément sur à peu près tous les réseaux sociaux, donc je vais vraiment vous la faire très très courte. En gros, dans Méduse, on suit une jeune fille qui, depuis qu'elle est toute petite, sait, en tout cas on lui a dit depuis toujours, qu'elle a des yeux monstrueux, révulsants, dégoûtants, horrifiants, tout ce que vous voulez, et qui depuis toujours se cache, se voûte, se cache derrière ses cheveux, enfin fait tout pour se faire le plus petite possible jusqu'au jour où il va se passer quelque chose et ses parents vont décider de définitivement se débarrasser d'elle. Son père va l'amener dans un institut pour jeunes femmes avec des difformités physiques qui ne sont pas dans la norme physique sociale acceptée, où elle va être prise comme domestique, puisque même la personne là-bas ne peut pas la prendre en tant que pensionnaire, tellement ses yeux apparemment sont horribles. On va suivre la vie de cette jeune fille, puis de cette jeune femme, à travers un certain nombre d'années, je pense. C'est pas forcément trop précisé, mais voilà, on voit qu'un certain temps s'écoule. Et on va le suivre dans diverses rencontres, que ce soit des rencontres plutôt positives, des rencontres plutôt négatives. Oui, c'est assez évident dit comme ça, mais voilà, il n'y a pas franchement de choses hyper positives en fait dans ce livre. On est plutôt dans des nuances de choses négatives. Et ce que j'ai absolument adoré, c'est que j'ai trouvé que c'était hyper bien pensé, puisque pour moi, toute cette situation et toute la vie de Méduse dans cette histoire est une métaphore de ce qui se passe quand on est une jeune fille, qu'on devient une femme, et le regard que les autres portent sur nous. Et c'est vraiment de ça dont ça parle, en tout cas à mon sens, ça parle de ça. Ça parle du regard des autres sur nous et comment les autres peuvent nous faire nous sentir mal sans que nous-mêmes on sache réellement pourquoi. Parce que Méduse n'a jamais vu ses yeux, elle ne sait pas pourquoi. Tout le monde la rejette, elle n'en a aucune idée, en tout cas pas de manière directe. Et elle vit à travers le regard des autres, le regard de la société, le regard des hommes, les attentes des autres. Et ça va parler de tout ça et c'est absolument génial. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien écrit. C'est un format relativement court. Encore une fois, on a du trigger warning. C'est assez dur par moments, notamment en termes de maltraitance, d'agression. Mais c'est vraiment une excellente lecture si vous vous sentez de lire quelque chose d'assez sombre, assez gothique, avec des choses plus ou moins violentes. Franchement, allez-y parce que c'était vraiment très très bon. Je vous remets encore une fois le vlog en barre d'infos où je parle de Méduse de manière beaucoup plus détaillée. Autre lecture beaucoup plus jeunesse cette fois que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps, c'est Monstres de Stéphane Servant et je ne me souviens plus du nom de l'illustrateur mais je vous remettrai toutes les infos ici. C'est un jeunesse, je pense que c'est à partir de 10 ans si je dis pas de bêtises, qui est à 50%, enfin 50-50 illustration et écrit, et c'est hyper beau, hyper bien fait. Les images font partie intégrante du récit, et j'adore ça, c'est un truc pour moi qui est génial. Vous savez, c'est un petit peu comme ce livre-là, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui est sur les 50 premiers pourcents intégralement illustrés, que des illustrations, et sur l'autre moitié, c'est un roman plus classique. Voilà, bah là c'est un petit peu ce côté-là, même si c'est pas aussi clairement séparé, mais quand même, il y a beaucoup de pages par exemple où tout le récit passe par les illustrations.
Bref, c'est un récit qui est assez horrifique dans la mesure où on va être dans un tout petit village, un cirque va débarquer et on annonce à grande pompe que il y a un monstre, un vrai monstre, et que ce soir-là, durant la représentation, il sera dévoilé. Et on suit un petit personnage qui s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle le petit personnage, mais c'est un jeune garçon qui est assez rejeté de son village, qui va y aller, qui va voir ce fameux monstre, et il va se passer pas mal de choses. C'est vraiment un jeunesse, ça se lit assez vite. C'est pas, voilà, ça va très, très vite, mais j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intelligent et que rien que pour la beauté des illustrations et des idées qu'il y a dans ce livre, ça vaut le coup, si vous pouvez vous le procurer, de le tenter. Ça peut être aussi une lecture qui peut fonctionner, si vous avez des enfants typiquement. Je vous conseille quand même de lire et de regarder avant parce que ça fait quand même un peu peur, donc à voir selon la sensibilité de vos enfants. Mais c'était très chouette, c'était vraiment une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais emprunté en médiathèque parce que bah voilà, parce qu'il y était. J'hésite à me le prendre à terme parce que je pense que ça peut être un livre qui permet de discuter de beaucoup de choses avec les enfants notamment. Je vous dirai pas pourquoi, ça vous spoilerait, d'autant que c'est vraiment très court et très rapide à lire. Mais c'était vraiment une très très chouette lecture. J'ai été la première étonnée des retournements de situation de cette lecture. Voilà. Et enfin, encore une fois, pour le côté gothique, macabre, etc., j'ai lu, il était dans ma palle d'origine, Du thé pour les fantômes de Chris Vukicevic, que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope et une amie de Pénélope, qui est une lecture très particulière, qui est dans un univers contemporain. Ça peut être déstabilisant au début, hein. Ça se passe à Nice, dans notre époque à nous, donc c'est contemporain. Et en gros, on suit un narrateur qui est archiviste et qui va demander aux gens pourquoi un village dans la montagne à côté de Nice s'est vidé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit totalement vidé, que plus personne n'y habite, qu'il soit abandonné. Et à cette occasion, il va rencontrer Félicité, qui est une passeuse de fantômes, qui donc en fait, aide les fantômes à ne pas rester bloqués sur Terre. Et Félicité va lui raconter toute son histoire à elle, son histoire, l'histoire de sa jumelle Agonie et de leur mère Carmine et de tout ce qui s'est passé depuis un certain temps, puisqu'on remonte aussi un peu le temps. Il y a un côté un peu enquête familiale et c'était vraiment excellent. Ce que j'ai trouvé très très bon dans ce livre, c'est la qualité de l'écriture d'une part, c'est la qualité de la narration d'autre part. On a un narrateur qui fait un récit rapporté qui est en soi un récit rapporté, en tout cas en partie. Donc, il y a un parti pris un peu particulier de recul à certains moments où le narrateur va intervenir dans le récit et va commenter un petit peu des choses. C'est assez ponctuel, mais c'est toujours au bon moment et ça permet de casser le rythme du récit, de l'autre récit, en fait, du grand récit de l'histoire, donc du récit de félicité et d'agonie. Et ça fait du bien, ça fait des pauses bienvenues parce que c'est un récit qui est assez dur, je vous préviens. C'est pas franchement facile. Encore une fois, il y a des trigger warnings, notamment en termes de maltraitance. C'est pas évident du tout. Et ça fait du bien et c'est bien fait. Et l'autrice a un talent assez incroyable pour apporter des touches d'humour, d'absurde, de légèreté au sein de ce récit qui est hyper lourd, hyper dur. Elle arrive vraiment à apporter ce truc qui fait que, bien qu'on soit dans un récit où on parle de thématiques difficiles, de rapports intrafamiliaux difficiles, de relations entre sœurs difficiles, de vécus difficiles, eh bien, il y a plein de moments où on se sent quand même bien et confortable dans ce livre parce qu'on parle aussi de thé, de choses beaucoup plus réconfortantes. Je trouve que vraiment, il y a quelque chose qui est très bien mené. En tout cas, dans les tons et dans tout ça, dans l'ambiance, c'était excellent. J'ai été assez surprise des retournements de situation en termes d'histoire pure et de l'enquête un petit peu familiale que mène Félicité. Et voilà, je ne vois pas trop quoi vous en dire de plus. La troisième catégorie, c'est Simone Veil, avec comme mots-clés engagement, philosophie, dystopie et utopie. Là, j'avais prévu de lire La trame du collectif Bombix Maury. Donc ça, c'est une publication de chez La Volte. J'avais prévu de lire Utopia de Camille Le Boulanger, que je n'ai pas lu, et je n'ai rien à ajouter. Il y avait des livres que j'aurais peut-être pu caser pour le côté utopie, dystopie, mais voilà. Donc pour le moment, je n'ai rien lu dans cette catégorie. Pour le côté engagement aussi, j'aurais peut-être pu mettre des choses, mais ça va venir. Je ne m'inquiète pas. J'ai quelques essais féministes d'autrices françaises à lire, donc on en reparlera sur le bilan final début décembre. Quatrième catégorie, c'est Chevalier d'Éon avec pour mots-clés espionnage, historique et complot. J'avais mis ici La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix et Capitale du Nord de Claire Duvivier. Donc j'en ai deux à lire.
Capitale du Nord, c'est sûr qu'il sera lu fin octobre puisque c'est l'Explora-Livre d'octobre. La Ville sans vent, je sais pas, mais je pense le lire assez rapidement. En revanche, livre que j'ai lu et que j'ai ajouté dans cette catégorie et que je peux donc vous recommander, c'est La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro dans cette magnifique version illustrée par Marc Simonetti. Voilà, on est vraiment sur les très beaux ouvrages ActuSF graphiques. Si jamais vous pouvez vous le procurer, foncez, hein, parce que je ne sais pas si ça va durer très longtemps. On est totalement dans du complot, dans de l'historique, c'était vraiment très très chouette. On est avant Royaume de vent et de colère, on va suivre principalement et se concentrer sur la compagnie du chariot, qui sont donc une compagnie de mercenaires qui, dans cet ouvrage, servent Louis III, qui est le roi légitime de France, et on va suivre son conflit avec son cousin, si je dis pas de bêtises, le duc de Guise, qui avait des prétentions au trône de France, et aussi avec Henri de Navarre, futur Henri IV. Donc du coup, vous savez comment se termine l'histoire, c'est Henri de Navarre qui va accéder au trône de France. Mais ce qui était très intéressant ici, c'est qu'on va un petit peu plus parler de magie, de l'effet de la magie qu'a pensé Jean-Laurent Del Socorro dans cet univers, et c'était très chouette, parce que pour une fois, et c'est pas si courant que ça, on est vraiment sur une magie qui me fait penser un petit peu, si vous voulez, une comparaison à ce qu'on pourrait avoir avec les Horcruxes, typiquement. C'est-à-dire cette espèce de magie assez néfaste qui vous parasite, ou voilà, l'anneau du Seigneur des Anneaux, typiquement. C'est-à-dire que ça vous donne des capacités, des pouvoirs, etc. Mais en même temps, ça vous parasite, c'est néfaste pour vous, et ça vous fait perdre conscience de certaines choses, et ça vous bouffe en fait. Et j'ai adoré cette représentation de la magie qui est vraiment quelque chose de très intéressant et pas forcément si souvent représenté que ça. Souvent on a la méchante magie, la bonne magie qui s'affrontent. Là, de manière générale, la magie n'est pas positive, elle est utilisée à des fins qui ne sont pas franchement positives non plus. Et ce que j'ai adoré aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, c'est le côté uchronie, ça veut dire que oui et non, parce que l'histoire avec un grand H est respectée, il n'y a pas franchement de retournement de situation par rapport à l'histoire avec un grand H, mais le côté uchronique peut-être en termes d'explication des événements historiques de la grande histoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, des choses qui sont expliquées différemment, et c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça très très chouette. Ces espèces d'explications alternatives, si vous voulez, comme s'il y avait l'histoire officielle, et puis la vraie histoire, celle qu'on ne sait pas, que, voilà, avec la magie et tout, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bref, très très chouette lecture, je vous recommande si vous avez lu Royaume de vent et de colère, si ça n'est pas le cas, lisez avant Royaume de vent et de colère, parce que ici c'est très court et on va pas vous représenter dans le détail tous les personnages, donc c'est mieux de le lire après. Mais si vous avez l'occasion de vous le procurer, même si vous n'avez pas encore lu l'autre, prenez-le parce que je ne sais pas combien de temps il va être accessible, disponible. Cinquième catégorie, c'était Cyrano de Bergerac. Et ici, il fallait lire des livres autour des voyages, la science-fiction, la science, l'alchimie et la lune. J'avais mis dans ma palle Tyrannael d'Elisabeth von Harburg, que je n'ai pas lu, et L'héritage du rail de Morgan of Glencoe, que je n'ai pas lu. En revanche, j'ai choisi ici j'ai lu un livre qui correspondait à cette catégorie, c'est La Géante et le naufrageur de Léo Henry, publié chez Le Bélial. Je l'ai mis pour l'aspect voyage, peut-être un petit peu alchimie. Dans La Géante et le naufrageur, on suit un enfant qui s'appelle Patito qui va trouver un jour une géante endormie sur le bord de la route, et tous deux vont partir dans une espèce d'aventure quête. Pour vous donner une petite image qui vous donnera une idée de ce à quoi ça peut ressembler, ça a un côté Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, mais en version, je trouve, plus accessible, moins complexe, parce que je trouve quand même que les Annales du Disque Monde, ça reste dense, ça reste pas évident. Là, il y a ce côté assez léger, assez enfantin qui se mêle à tout ce méli-mélo d'aventures. C'est découpé de manière assez précise en 4 parties qui correspondent à des saisons, et chaque partie est une aventure, une quête de bout en bout. Donc vous voyez, c'est assez clair, assez défini, ça se lit très très bien. C'était vraiment une très chouette lecture. Si vous aimez tout ce qui est univers, assez développé de fantasy, mais en même temps avec ce côté drôle, ce côté absurde, voilà, des créatures un peu bizarres sorties de nulle part et qui n'existent pas et qui sont très particulières, et en même temps des enfants qui partent en voyage avec des géants et autres créatures. Franchement, allez-y, c'était une très chouette lecture, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir la suite. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus, mais je suis très curieuse de continuer cette grande aventure avec Patito et Siziji, la géante, et vraiment très très chouette lecture. Enfin, la 6e catégorie, c'était Joséphine Baker, et ici, les mots-clés étaient résistance, guerre, année folle et art. J'ai casé ici Tiste de Louvain et Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand. Je n'ai lu aucun des deux, mais j'ai les deux dans ma palle. Il y en a un que j'ai emprunté en médiathèque, il faut vraiment que je le lise.
En revanche, livre que je peux mettre ici pour le côté résistance, c'est Les choses immobiles de Michael Rock, qui est un très, très court ouvrage que j'ai eu en SP numérique de la part du label Le Mu de chez Nemos. Et dans Les choses immobiles, on va être dans le retour d'un jeune homme, enfin je sais pas, il y a une trentaine d'années quoi, sur l'île de Martinique où il va retrouver son frère et il va découvrir l'engagement de son frère dans la résistance contre les colons, hein, concrètement, l'État français en l'occurrence. Et on va parler de ça beaucoup. On va aussi beaucoup parler de relations personnelles, d'histoires personnelles et de choses sociales. Et c'était une très chouette lecture. C'est très particulier, ça a à la fois un côté très poétique dans certains aspects qui peut être un peu déstabilisant et en même temps ça a ce côté très fluide, naturel du journal intime, mais du coup avec des espèces d'ellipses entre les événements. Ça peut être déstabilisant. Moi c'est un style narratif qui me plaît plutôt pas mal. J'aime bien ce côté où on n'essaye pas de combler les vides et on fait avec ce qu'on a et ce que nous donne le narrateur. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Il y a plein de thématiques sociales abordées qui sont essentielles. Il y a notamment et évidemment toutes les thématiques sociales autour de ce qui se passe pour les îles françaises avec voilà, le manque d'eau potable notamment. Pas que, mais notamment. Et c'est hyper important d'avoir ce genre d'ouvrage très engagé dans la littérature française où on parle de choses beaucoup plus concrètes et en même temps ça reste de la littérature et ça reste aussi l'histoire d'un personnage, un moment de sa vie et c'était vraiment une très chouette lecture, très particulière mais je pense vraiment qu'il faut tenter l'expérience pour se faire un avis et une idée. Je sais pas trop si c'est franchement de la SFFF mais comme on a ce côté un petit peu Martinique futuriste, pas franchement post-apo, mais un peu futuriste, je me dis que en tirant un petit peu le fil, ça peut passer. C'est un texte qui, depuis que je l'ai lu, ça fait un certain temps, je l'ai lu début septembre, je crois, décante lentement dans mon esprit, donc ça fait 1 mois et demi que ça infuse et que ça décante, et plus le temps passe, et plus j'ai envie de m'y replonger pour voir si j'ai bien tout compris, et je pense que c'est pas le cas, et je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de le relire. Ça fait 100 ou 150 pages, donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'infaisable. Donc, bref, très chouette lecture que je vous recommande. J'ai réalisé en faisant mon montage que j'avais oublié une 7e catégorie que j'avais inscrit au dos de ma feuille, à savoir Evelyne Delia qui parlait de nature, écologie et météo. Et en plus, je suis dégoûtée puisque je devais vous parler de Sol d'Antonio da Silva, du parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy et le premier jour de paix d'Elisabeth Ram. Mais tant pis, ça sera dans le bilan final. Je suis un peu déçue, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour ce premier bilan à mi-parcours. Pourquoi je fais un bilan à mi-parcours? Parce que d'une part, j'ai pas envie de faire une vidéo finale qui dure 3h30. Et deuxièmement, parce que, comme je l'ai dit au début, je pense que ça peut être plutôt chouette de vous proposer des recommandations si jamais vous aviez envie de le faire aussi et que vous manquiez d'idées dans certaines catégories. Vous avez peut-être des petites recommandations qui fonctionnent. En plus, ça met en avant des petites maisons d'édition pour beaucoup et des auteurices francophones, pas forcément toujours les plus mis en avant sur les réseaux sociaux, etc. Bref, je vais maintenant vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des recommandations qui peuvent rentrer dans ces catégories, en tout cas des recommandations de SFFF francophones. Je serais absolument ravie de noter tout ça. Comme je vous l'ai déjà dit, je note régulièrement les recommandations qu'on me fait et parfois, à l'occasion, je m'en prends. Je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!